d'éclat. À première vue, la Russie ne figure pas parmi les destinations de vacances qui viennent en premier à l'esprit. Aujourd'hui, le géant russe fait surtout parler de lui pour ses prises de position sur la scène internationale et sur le plan intérieur ne cesse de durcir les lois à l'encontre des populations homosexuelles. Malgré ce tableau pas vraiment réjouissant, ce pays gigantesque possède également de nombreuses merveilles qui méritent que l'on s'y attarde. Aujourd'hui, direction Saint-Pétersbourg, le premier volet de notre carnet de voyage sur la Russie. La ville de Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par un tsar un peu mégalo. Pierre le Grand est assurément le tsar le plus fascinant de l'histoire. Ce grand gaillard de 2,04 m, à la main de fer, amateur de vodka et arracheur de dents diplômé, a fait entrer la Russie dans une ère nouvelle, en imposant les modes et les mœurs de l'Europe occidentale à la cour. Lui qui détestait le côté crasseux de la ville de Moscou, a choisi de créer sa propre ville. Pour financer ses travaux de modernisation de la Russie, qu'il voulait occidentaliser, Pierre le Grand a instauré de nouveaux impôts sur les moulins, les bains, les ruches, les fours, mais aussi sur les barbes, dont il a interdit le port en 1722. Officiellement, le nom de Saint-Pétersbourg ne vient pas de Pierre le Grand, mais de l'apôtre Pierre. Le hasard fait parfois bien les choses. Depuis cette ville du Nord, construite sur le modèle d'Amsterdam en raison des nombreux cours d'eau qui la traversent, le tsar a conquis les rives de la Baltique, créé la marine russe, fondé de nombreuses écoles et académies, et réorganisé l'État dans toute sa globalité. Bref, les initiatives de Pierre le Grand sont incalculables et son influence sur la Russie incommensurable. Saint-Pétersbourg est donc une ville tournée vers l'Europe, puisque Pierre le Grand a mené plusieurs voyages dans les capitales de l'Occident. L'exemple le plus parlant est sans doute le palais de Peterhof, dont le côté majestueux rappelle inévitablement le château de Versailles. On commence notre visite à l'Ermitage, le bâtiment bleu-vert à l'arrière de la photo. Il n'est pas le musée le plus vaste du monde, un titre revendiqué par le Louvre, mais il possède la plus grande collection d'œuvres d'art. 3 millions d'objets répertoriés, dont 60 000 exposés. Alors, pour protéger les nombreuses peintures et les toiles qui ne sont pas exposées au public, le conservateur de l'Ermitage emploie une brigade de 70 chats qui déambulent librement dans les sous-sols du musée, en tuant les souris et évitant que les chefs-d'œuvre ne finissent grignotés. On l'aura compris, une journée ne suffit pas à faire le tour de ce gigantesque musée. Un proverbe dit que si on s'arrête 1 minute devant chaque œuvre, on peut y passer 5 ans. On relèvera tout de même l'incroyable collection de Matisse, qui légua à sa maîtresse, russe, on l'aura deviné, une grande partie de son œuvre. Ensuite, petit détour par le musée de la vodka, situé à 2 pas de l'Ermitage. Avant toute chose, sachez qu'en Russie, on ne boit de la vodka qu'en 2 occasions. Quand on a soif et quand on n'a pas soif. Hélas, comparé au grandiose Ermitage, le musée de la vodka, composé de 2 petites pièces, fait bien pâle figure. On y apprend que le tsar Pierre le Grand avait mis au point un supplice qui consistait à boire 1 litre de vodka cul sec. Mais surtout, on y découvre des bouteilles dans les formes les plus insolites, comme ce flacon en forme de fusil d'assaut. La Kalachnikov équipa l'armée rouge et la plupart des pays de l'Est à partir des années 60. Ensuite, il devint le symbole des mouvements de libération, notamment en Afrique, et on le trouve sur le drapeau du Hezbollah. Avec l'effondrement du bloc communiste, l'AK-47, léger et très abordable, s'est retrouvé dans les banlieues pour protéger le trafic de drogue. Pour le musée de la vodka, c'est à peu près tout. Heureusement, il reste la partie dégustation, avec modération bien évidemment. L'occasion de contempler une assiette bien garnie de zakouska comprenait l'accompagnement de la vodka, où l'on retrouve du cornichon salé, du maquereau, ou encore du kolodets, une gelée à base de cartilage de porc.
Direction maintenant le croiseur Aurore. C'est de ce bateau qu'est partie la révolution d'octobre 1917. Un gouvernement provisoire assure alors la transition en Russie, depuis l'abdication du tsar Nicolas II, fragilisé par la défaite militaire contre le Japon et poussé vers la sortie par Lénine et les bolcheviks en février. En octobre 1917, c'est donc la deuxième phase décisive de la révolution russe. Durant la nuit, les marins du croiseur Aurore tirent le coup de canon à blanc, annonciateur de l'assaut des bolcheviks sur le palais d'hiver. La révolution à Saint-Pétersbourg n'a fait que 8 morts, et la ville fut cueillie comme un fruit mûr en une seule nuit. Au petit matin, personne ou presque n'a remarqué le changement politique. Kerensky, le chef du gouvernement, n'a opposé aucune résistance et s'est enfui déguisé en femme. Pas très fier, mais il sauva sa peau. Il émigra aux États-Unis, où il mourut tranquillement à l'âge de 90 ans. Ça valait le coup d'enfiler une robe pour ne pas connaître Staline. Pour les amateurs de littérature, passage obligé par le musée appartement de Pouchkine, où le poète poussa son dernier souffle en 1837, après avoir été gravement touché lors d'un duel. Alexandre Pouchkine est à la littérature russe ce que Shakespeare est au théâtre anglais. Sous Staline, on décida de fêter avec faste le centenaire de la naissance de Pouchkine. Un concours a été lancé pour élever une statue à la gloire de l'écrivain. Dans toute l'URSS, les projets affluent, des plus modestes aux plus grandioses. Pouchkine marchand, Pouchkine écrivant, Pouchkine lisant, Pouchkine haranguant le peuple. Le comité se retire pour délibérer. Très vite, le verdict est rendu. La statue représentera Staline, lisant Pouchkine. Impossible de parler de Saint-Pétersbourg sans évoquer les dizaines d'églises qui la composent. Parmi les plus célèbres d'entre elles, on citera évidemment la cathédrale du Saint-Sauveur sur le sang versé. Ce nom fait référence au sang du tsar Alexandre II, mortellement blessé lors d'un attentat le 13 mars 1881. Une cathédrale fut donc érigée à l'endroit précis 2 ans plus tard, pour rendre hommage au tsar assassiné. L'intérieur est tout aussi grandiloquent que l'extérieur. Au-dessus de nos têtes, des milliers de mètres carrés de mosaïques de smalte qui racontent le Nouveau Testament. Pas étonnant d'apprendre qu'il fallut près de 12 ans à une trentaine d'artistes russes pour réaliser la déco intérieure. Parmi les autres églises qui valent le détour, on citera Saint-Nicolas des Marins, situé un peu à l'écart du centre-ville, à proximité du théâtre Mariinsky. À l'intérieur, il ne s'agit de loin pas de l'église la plus spectaculaire, mais les offices y sont ouverts à tous, même aux touristes qui savent se montrer discrets. L'occasion d'assister à une messe orthodoxe, dans un cadre et une ferveur incroyables. Ainsi se termine ce petit zoom sur Saint-Pétersbourg, véritable musée à ciel ouvert, dont il est pratiquement impossible de faire le tour en moins d'une semaine. Pour être totalement complet, on aurait aussi pu parler du musée russe, ou encore de Peter by Night, où chaque nuit, les ponts du fleuve Neva se soulèvent pour laisser place à de gigantesques navires. Mais aussi magnifique soit-elle, Saint-Pétersbourg reste une métropole troublée par de nombreux handicaps, dont un réseau routier saturé qui conduit à des embouteillages gigantesques. Saint-Pétersbourg a certes accueilli en grande pompe le sommet du G20, mais si on s'éloigne un peu du centre, la ville n'en garde pas moins certains vestiges de son passé soviétique. En témoignent ces quartiers d'habitat collectif pas franchement attirants, où l'on croise des anciens militaires contraints de vendre leurs médailles contre quelques roubles pour tenter de survivre. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Saint-Pétersbourg reste une ville pleine de paradoxes, qui ne peut pas laisser indifférent. On pourra assurément en dire de même de la ville de Moscou, qui sera l'objet du second volet de notre carnet de voyage.